Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Voix de fait spéciale élection européenne où j'ai le plaisir de recevoir le Parti socialiste avec monsieur Ahmed Laouedj, premier à la Chambre, et monsieur Anas Ben Abdelmoumen, 59e à la région de Bruxelles-Capitale. Bonjour. Bonjour. Alors, Anas Ben Abdelmoumen, pourriez-vous nous parler de vos engagements? Donc, pourquoi vous êtes engagé maintenant à la région et vous présenter? Bien évidemment. Donc, il faut savoir qu'avant tout, je suis attaché parlementaire au Parlement bruxellois depuis à peu près maintenant 2 ans. J'ai également participé aux élections communales à la ville de Bruxelles, où j'ai été élu. Donc, désormais, je suis conseiller communal à la ville de Bruxelles. Et au vu de ma petite expérience en tant que jeune novice dans la politique, je m'en rends compte qu'il y a une réelle articulation qui peut se faire entre le local, le niveau du local et le niveau du régional, même le fédéral et l'Europe. Et vu que je côtoie en fait les différentes matières au Parlement bruxellois, il y a certains enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur, comme le logement, certaines réformes dans l'enseignement, des problématiques qu'on peut retrouver dans la mobilité. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de m'engager. Et à côté de ça aussi, il y a beaucoup de citoyens qui me soutiennent, qui m'ont incité en fait donc à participer aux élections régionales histoire de renouer en fait la confiance entre le citoyen et le politique. Donc c'est vraiment un cumul de différents critères qui ont fait que je me présente aujourd'hui aux élections régionales. Merci beaucoup. Vous avez abordé déjà 3 grands sujets, le logement, l'éducation et la mobilité, que nous allons revenir très vite. Mais tout d'abord, monsieur Laouedj, votre engagement, vous êtes un peu plus présent dans le paysage politique belge depuis plusieurs années. Pouvez-vous un peu dire à nos téléspectateurs quels sont vos engagements, pourquoi cette fois-ci à la Chambre vous menez la liste, donc possibilité peut-être d'être Premier ministre suivant les résultats des élections. En général, c'est le premier de sa liste, monsieur Laouedj. Eh bien, nous devons constater qu'il y a eu ces 5 dernières années une politique brutale de la part du gouvernement MRNVA, le gouvernement sortant, même s'il était démissionnaire, une politique brutale à l'égard de la population dans son ensemble, que ce soit les travailleurs, les pensionnés, les ménages en général, les familles. Il y a eu des augmentations de taxes sur la consommation. Je pense en particulier à l'augmentation de la TVA sur l'électricité. Il y a eu des coupes dans les soins de santé. Les soins de santé coûtent plus cher. Certains prix de médicaments ont augmenté. Les antibiotiques, les anti-ulcéreux par exemple. Les soins médicaux aussi chez les spécialistes sont plus chers. Les délais d'attente à l'hôpital se sont allongés. Et puis alors ils s'en sont pris aux travailleurs dont ils ont réduit les salaires avec le saut d'index. Donc vraiment une politique brutale qui a été dure avec les faibles et faible avec les forts. Et c'est ça que nous dénonçons, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, selon qu'on était faible ou fort, on est soit maltraité, soit soigné par le gouvernement MRNVR. Donc ce que l'on veut, nous, le 26 mai, c'est ramener de la justice sociale, c'est au fond ramener de la justice tout court dans la gestion du pays. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler justement de cette justice sociale. C'est vrai que la législation était marquée par plusieurs grandes manifestations des syndicats dans le centre-ville. On a eu aussi évidemment le climat qui est porté par nos jeunes que nous allons aussi aborder. Si demain, quelles seraient la mesure ou les mesures, disons les mesures principales que vous metteriez sur la table dans un prochain gouvernement où vous seriez partenaire? Alors au niveau du gouvernement fédéral, Bien au niveau sûr. du gouvernement régional, fort heureusement présidé par le Parti socialiste, on a pu au contraire mener une politique sociale en faveur des familles. Et au niveau fédéral, je crois que la première chose à faire, c'est à nouveau de se rappeler que les gens ont droit à un salaire juste. Voilà, pas des cacahuètes, mais un salaire juste. Voilà, un travailleur, quand il travaille, il ne demande pas la charité. Il met sa capacité de travail au service d'un employeur en échange d'un salaire et en échange de protection sociale. Et donc il faut un équilibre. C'est la raison pour laquelle je crois que la première revendication, c'est de faire en sorte que les travailleurs soient payés dignement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on souhaite, nous, qu'il y ait un salaire horaire minimum
de 14 euros de l'heure. De la même manière, on veut aussi faire en sorte que les pensionnés aient minimum 1500 euros lorsqu'ils ont une carrière complète à 42 ans. Et puis alors, on veut du côté des familles soutenir les ménages et en particulier rabaisser la TVA de 21,6% sur l'électricité, parce que l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Alors je pourrais ajouter à cela d'autres mesures emblématiques, comme par exemple la médecine de première ligne gratuite, parce que, nous le disons, une famille n'a pas à choisir entre se nourrir, s'alimenter, et puis alors aller chez le médecin. Donc ça serait supprimer un peu ce ticket modérateur qu'on doit payer? Oui, c'est-à-dire que c'est un système tout simplement de tiers payant, c'est-à-dire que les gens pourraient aller chez le médecin, puis le médecin est alors payé par la sécurité sociale. Donc c'est un autre système, mais ça permettrait aux gens finalement de ne pas avoir à débourser. Et quand une famille va avec 3 enfants, 4 enfants, c'est 3 consultations, et bien de ne pas avoir à débourser les soins médicaux parce que les choses seraient remboursées immédiatement vers le médecin ou au médecin. Et donc voilà, ça c'est une mesure concrète que l'on propose, il y en a d'autres. Je le répète, nous ce que l'on veut, c'est que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions et dignement. Et au niveau des indépendants, parce que le gouvernement précédent donc, a fait quand même on parlait de pension, pour aussi aligner la pension des indépendants avec celle des travailleurs. Allez-vous aussi continuer pour cette catégorie de la population? Parce qu'on a énormément d'indépendants à Bruxelles et dans notre pays. Bien entendu, mais alors pour le Parti Socialiste, un travailleur, c'est un travailleur. Qu'il soit salarié, que ce soit un agent de l'État ou que ce soit un indépendant, un travailleur, c'est un travailleur. Et le Parti Socialiste est du côté des travailleurs. Alors clairement, nous voulons avoir une vraie sécurité sociale pour les travailleurs indépendants parce qu'ils le méritent. Alors ce qu'a fait ce gouvernement, rappelons-nous quand même qu'il y a certaines mesures qui frappent les indépendants. Vous savez, quand vous augmentez la TVA sur l'électricité, eh bien ça concerne tout le monde. Quand les soins médicaux coûtent plus cher, ça frappe aussi les indépendants. Quand on s'en prend comme ça à l'âge légal de la retraite, oui, ça concerne évidemment les travailleurs salariés, mais on voit bien que les gens des carrières mixtes, ils ont été un peu indépendants, ils ont pu être salariés. Donc au fond, toutes les mesures qui sont prises et qui sont antisociales frappent aussi durement les indépendants. Tout à fait. Tournons-nous vers plus la région. Vous avez parlé de mobilité. Donc la mobilité au niveau de la région bruxelloise a été quand même perçue par un plus grand nombre comme assez catastrophique cette dernière législature, avec les problèmes des tunnels. En même temps, il y avait le piétonnier, comme vous venez de la ville de Bruxelles, il y avait le piétonnier, enfin tous ces blocages, le tunnel Léopold II. Qu'est-ce que vous proposeriez maintenant pour améliorer un peu cette mobilité et aussi donner des alternatives? Parce qu'on parle aussi de changement climatique, il y a eu beaucoup de mobilité douce, comme on l'appelle, qui a été développée. Quels seraient pour vous les grands axes de cette reconstruction, de redonner à Bruxelles, capitale de l'Europe aussi, capitale de la Belgique, une mobilité qui remplirait sa fonction et qui ne transformerait pas, comme on a vu dans le dernier sondage, le conducteur belge en un des plus agressifs d'Europe. On est un peu étonné de notre côté. Donc selon moi, je pense qu'il faudrait trouver, comme vous l'avez dit, des alternatives. Il faut trouver un équilibre entre les différents moyens de transport. Dans un premier temps, je pense que le citoyen utilise le plus une voiture. Je ne dis pas qu'il faut interdire les voitures, mais peut-être l'utiliser moins. À côté de ça, on est en train de mettre en place des mesures pour rendre les transports en commun gratuits. On ne dit pas qu'on va rendre les transports en commun gratuitement du jour au lendemain, mais de manière progressive, c'est-à-dire commencer par rendre les abonnements gratuits pour les personnes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 65 ans. Je pense que chaque mesure doit être budgétisée, donc c'est pour ça que je précise bien qu'on doit faire cela de manière progressive. Je pense aussi qu'on ne doit pas négliger les moyens de transport doux, comme les vélos, les trottinettes, etc. Donc voilà, donc je pense que la mobilité est vraiment un sujet compliqué, où il faut trouver des alternatives. Je sais qu'il y a certains partis qui veulent interdire les transports en commun du jour au lendemain. Donc, la famille Écolo-Groen avait déposé un texte au Parlement bruxellois récemment pour interdire les voitures diesel dès 2020. Je ne suis pas contre le fait d'interdire des voitures diesel, mais il faut penser aussi au portefeuille des
des citoyens, des travailleurs qui n'ont pas les moyens de... Oui, surtout qu'on avait fortement encouragé la voiture, Exactement. le diesel. Exactement. Donc encore une fois, lorsqu'on prend une telle mesure, je pense qu'il faut la prendre de manière progressive et penser aussi aux indemnités qu'on pourrait octroyer aux personnes qui sont directement touchées. Parce qu'une personne qui est aisée, qui a les moyens, peut du jour au lendemain s'offrir une voiture électrique, ou alors qu'une personne qui s'est offerte une voiture diesel il y a quelques années, qui doit dès la changer, ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a un réel travail de fond qu'on doit mettre en avant. Donc voilà, donc vraiment ne plus prendre les transports en commun, la marche, les vélos. L'élargissement du métro, vous êtes Exactement, pour exactement, notamment donc, à la ville de Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez la commune de Neder-Overbeek. Oui, bien sûr. On va créer une ligne 6 donc, qui passera par là. Il y a le métro aussi. Puis il y a Aaron à aussi, Evere, qui n'est pas très desservi. C'est ça. Moi qui est habitant de Neder-Overbeek, je connais le problème depuis 1997. Et en fait, ce qu'on doit faire surtout, et à court terme, et je ne pense pas que ce soit super compliqué, c'est tout simplement augmenter la fréquence. Encore hier, j'étais avec Ahmed à la rencontre de certains citoyens qui nous disaient qu'ils attendaient un bus 15-20 minutes, et c'est tout simplement impossible, quoi. Donc je pense qu'on doit augmenter la fréquence des transports en commun, que ce soit les bus, les trams ou les métros. C'est d'ailleurs dans notre programme où je pense qu'on a donné un maximum de 10 minutes d'attente. Donc je pense que c'est faisable. On doit engager également du personnel à la STIB. Je pense que la STIB comprend maintenant un peu moins de 9000 employés. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de réelles choses à faire, des petites mesures structurelles à court terme, qui ne coûtent pas cher et qui sont vraiment réalistes. D'accord. Alors quand on se promène dans des communes comme Aaron, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, en fait, qui sont en bordure, on voit énormément de maisons, je ne sais pas si vous avez vu, où il y a marqué « non aux avions ». Et c'est un problème qui est quand même assez récurrent. Alors ça serait bien de voir au fédéral qu'est-ce qu'on peut proposer avec M. Lawedge et comment coordonner ça aussi au niveau régional, puisque bon, l'aéroport est quand même très important pour desservir notre capitale, mais d'un autre côté, les avions qui passent vraiment, vraiment très bas, c'est quand même une nuisance énorme pour les habitants. Ah, ça me Monsieur paraît Lawedge. clair, hein, et ce n'est pas faute d'avoir interpellé à de nombreuses reprises monsieur Belot, qui est le ministre fédéral et maire en charge. Je crois qu'il y a un diktat de la Flandre, et que je crois que dans ce gouvernement dominé par l'ANVR, jusqu'à quasi la fin, il était impossible de penser aux intérêts des habitants de Bruxelles, et en particulier des communes que vous venez de citer, où en effet il est insupportable de pouvoir vivre avec en permanence les désagréments, et c'est un euphémisme, causés par je dirais, le trafic aérien. Donc oui, clairement, il y a eu une inertie déplorable dans le chef du gouvernement sortant, du MR en particulier, et nous n'allons pas nous cesser de nous battre pour précisément faire en sorte que les habitants de Bruxelles puissent vivre dans l'inquiétude et dans la sécurité, parce qu'il y a l'impératif de sécurité, il y a l'impératif aussi de tranquillité, et ça, c'est clairement des choses qu'on met sur la table. Donc on veut, s'agissant du survol de Bruxelles, on veut une répartition et une approche qui fasse l'équité, qui soit équitable. Et à la région, comment vous voyez, la position au niveau régional et le complément dans le cas où le Parti socialiste montrait aussi au pouvoir dans les deux Comme a dit Ahmed, c'est assez compliqué également au niveau régional. Je pense que Céline Frémaux, ministre de l'Environnement, CDH, est en constante concertation donc, avec le fédéral. Moi, je pense ici qu'il y a aussi un petit problème communautaire entre les différentes régions qui rejettent un peu la balle dans l'autre. Donc le fédéral renvoie vers la région vers le fédéral. Donc je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités et prendre des mesures qui sont en accord avec les intérêts de chaque région et ne pas léser une région. Et sur la problématique des taxis qui viennent chercher, parce que même le Parlement européen s'est plaint du manque de taxis, parce que quand on prend un taxi à Zaventem, on ne peut prendre qu'un taxi qui est
de la commune de Zaventem. Les taxis bruxellois qui viennent déposer ne peuvent pas reprendre des gens, ou alors se cachent et viennent un peu débaucher les voyageurs. Comment on peut un peu harmoniser un peu tout ça, parce que finalement, chez le citoyen ou le parlementaire européen, cette complexité lui échappe et il n'en a rien à faire d'une certaine manière. Lui, il veut se déplacer d'un point A à un point B. Et comment la région pourrait, parce que c'est principalement des taxis bruxellois, comment pourrait peut-être imposer un quota, je ne sais pas, des pistes, monsieur Mais tout d'abord, dire tout le respect que j'ai pour le secteur des taxis, parce que je trouve que ce secteur a été, ces dernières années, maltraité sous la pression d'une multinationale qui s'appelle Uber et qui fait le choix de ne pas respecter les règles fiscales, sociales, le droit du travail, et au fond de s'organiser pour installer une forme de concurrence déloyale. Donc il y a une pression sur le secteur du taxi, mais avec des milliers de travailleurs qui évoluent dans ce secteur, ça veut dire aussi des familles derrière. Donc moi je crois que s'agissant de la régulation du secteur, de l'organisation du secteur, il faut de la concertation avec le secteur, alors avec les taximens, leurs représentants, parce qu'ils sont structurés en organisation, et pour le reste de voir quelles sont les choses à améliorer. Mais je le répète, il faut le faire sur le point que vous évoquez, il y a certainement d'autres points, en concertation avec le secteur du taxi. Au niveau de la région, monsieur Ben Abdelmoumen? C'est au niveau de la région que je situais. En gros, il faut une réelle harmonie et une concertation entre... Et comment, peut-être s'inspirer un peu de Paris, comment ils ont un peu réglé, parce que bon, là il y a Uber, il y a les transports limousines, services limousines, ce genre de trucs, il y a même les taxis motos. Ils ont quand même réussi à imposer un nouveau régime pour les différents prestataires de ces services. C'est quelque chose qui devrait se faire au niveau régional, ou vous pensez plus à d'autres niveaux de pouvoir? Non, la région est compétente, évidemment, pour l'organisation du secteur du taxi. Attention, le niveau fédéral est également compétent, notamment sur le terrain du cadre fiscal, du cadre des lois sociales, du droit du travail. Donc il y a des compétences partagées. Mais, je le répète, il faut de la concertation, il faut que le secteur puisse être invité à discuter avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions et que les réglementations existent soient appliquées, sans quoi vous avez de la concurrence déloyale. Une économie, c'est pas le Far West, c'est pas voilà, il faut des règles qui doivent être respectées. Et on ne peut pas demander à certains de respecter des règles et à d'autres de ne pas le respecter. Parce qu'à ce moment-là, vous perturbez le fonctionnement de l'économie, du secteur. Donc voilà, et pour le reste, moi je crois qu'on a besoin aussi d'un secteur taxi fort, parce que justement on évoquait le surcroît de voitures à Bruxelles. Eh bien, on peut très bien imaginer qu'avec l'investissement dans le transport collectif, le transport en commun, et en même temps avoir un secteur du taxi qui est à la fois efficace mais aussi respecté dans son travail, on peut avoir là une bonne combinaison de l'approche multimodale que l'on souhaite. Alors le fédéral, par l'intermédiaire de Belliris, peut faire beaucoup de choses au niveau des infrastructures. On l'a vu d'ailleurs au niveau du piétonnier à Bruxelles. Vous maintenant, si demain, monsieur Lawedge, vous avez entre vos mains le Belliris, comment l'utiliseriez-vous justement pour renforcer l'action régionale qui se ferait à la région? Belliris est un formidable instrument, effectivement, avec des moyens fédéraux que pour permettre de contribuer au développement économique, urbain, à l'aménagement du territoire bruxellois. Et donc que l'on continue et que l'on poursuive dans cette voie. C'est vrai que nous avons des grands ouvrages d'art qui doivent continuer à être rénovés. Nous avons effectivement des voiries qui doivent être rénovées. Nous avons des parcs qui doivent être améliorés. Et puis surtout, pourquoi pas, de contribuer à l'essor économique aussi de Bruxelles. Moi, je crois qu'on a des grands projets, on a encore un peu de réserves foncières, notamment dans toute la zone du canal. Et bien là, Belliris est évidemment bienvenu pour concourir avec la région bruxelloise, pour poursuivre le développement économique. On a des besoins de logement qui sont également très importants. Bref, les idées ne manquent pas, et donc de fait, les moyens de Belliris ne seront pas superflus, loin de là. Alors, nous allons aborder le thème du
du changement climatique qui touche aussi un peu ces problématiques, la pollution de l'air et tout ça. Donc chaque jeudi, nos jeunes lycéens et étudiants vont manifester et demandent une urgence climatique. Si on prend la jeune suédoise Greta, qui porte un peu comme sur un chemin de croix son message dans toutes les capitales. Si maintenant vous l'aviez en face de vous, on va commencer par Monsieur Ben Abdelmoumen. Si vous l'aviez maintenant devant vous, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes? Tout d'abord, je les féliciterai. Je trouve qu'ils sont courageux et je suis très heureux de voir que les jeunes se sentent concernés, que ce soit par la politique ou l'écologie. Donc voilà, franchement, je les féliciterai. Après, dans un second temps, je leur dirais que les premiers gestes écologiques se font à la maison, se font de manière quotidienne. Que ce soit à travers les tablettes, ce sont des petits gestes, mais qui ne sont pas des moindres. Récemment, encore au Parlement bruxellois, on a déposé une résolution pour lutter contre l'obsolescence programmée, où justement on demande au fédéral de lutter fermement et de condamner l'obsolescence programmée, où justement ce texte vise à protéger l'environnement et également le portefeuille des citoyens. Donc voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose. Cela a permis de réveiller le politique. Malheureusement, au fédéral, la loi sur le climat n'est pas passée, encore une fois à cause du gouvernement actuel. Donc voilà, donc j'espère vraiment que certains partis monteront au pouvoir pour justement émettre des mesures en faveur de l'écologie pour protéger le climat. Monsieur Lawedge, parce que c'est une problématique, on voit aussi un peu de division entre la Flandre et les autres régions francophones sur ces sujets. C'est un sujet essentiel. Donc on doit vraiment mobiliser la nation, toutes les forces vives de la nation, le secteur public, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics locaux, régionaux, fédéraux, les académiques, les universités. Il faut vraiment mobiliser tout le monde pour aboutir à une réduction des gaz à effet de serre pour aller vers un environnement plus sain. C'est vraiment une nécessité parce que nous devons laisser à nos enfants un environnement plus sain. Et je pense en particulier à Bruxelles, et nous ne sommes pas très loin de Koekelberg, vos studios ne sont pas très loin de Koekelberg, nous avons un pic de pollution à Koekelberg qui est au-delà de la moyenne bruxelloise. Donc on a des points noirs, je pense en particulier à la sortie du tunnel Léopold II, entre Koekelberg et Ansoren, vraiment avec des émissions de particules fines qui sont au-delà des seuils de tolérance, donc qui sont vraiment toxiques. Et on ne peut pas laisser continuer les choses ainsi et laisser une planète polluée à nos enfants. Donc oui, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Moi je pense que ça, pour ce qui est à notre portée, ça passe par un plan d'isolation des bâtiments publics, des bâtiments privés, des logements en particulier, mais pas que des logements, aussi des immeubles de bureaux. Il faut vraiment avancer. Il faut que il y aurait des aides qui seraient... Alors justement, il faut que le secteur privé prenne sa part, et il faut que les pouvoirs publics aussi. Et donc moi, je préconise vraiment un grand plan d'investissement soutenu par un système de primes que pour pouvoir avancer rapidement sur ce terrain-là. De la même manière, il y a évidemment trop de voitures à Bruxelles. Voilà, on a 200 000 voitures qui rentrent à Bruxelles tous les jours. Et ça veut dire qu'il faut continuer à avancer sur le dossier du RER. Et là, on est en retard. Et pourquoi est-ce qu'on est en retard? Parce que le gouvernement actuel a coupé 3 milliards d'euros dans le chemin de fer, ce qui évidemment ralentit la construction ou les avancées sur le projet du RER. Le RER, c'est quoi? C'est amener les Flamands et les Wallons qui viennent travailler à Bruxelles aux portes de Bruxelles, et à partir de là, les transporter en tram, en bus ou en métro. Ça, c'est le grand objectif. Il faut avancer là-dessus. Il n'est pas impossible de le faire. Et moi, je me réjouis de voir le gouvernement bruxellois, présidé par Rudy Vervoort, d'avoir injecté 5 milliards d'euros d'investissement dans un plan pluriannuel. Donc ça, c'est des choses concrètes qui permettront d'améliorer la qualité et l'offre de transport public. Vous avez parlé de pollution de l'air dans beaucoup de capitales européennes, Paris ou Londres. Dès qu'il y a un pic qui arrive à un certain niveau, tous les transports publics sont gratuits. Et ce pendant plusieurs jours parfois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager au niveau régional ou même au niveau fédéral, puisque la SNCB
et plus fédéral. Oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'actuellement, on le fait déjà pour certains événements, pas spécialement lorsque on arrive à un pic de pollution, mais on le fait déjà actuellement lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des spectacles, des concerts, pour justement un peu pousser les citoyens à prendre plus les transports en commun. Donc oui, effectivement, c'est une bonne idée. Et je pense qu'il y en a pas mal d'autres qu'on peut reprendre dans les pays scandinaves, dans les pays européens. Donc on peut commencer à faire un benchmarking pour essayer de voir ce qui se passe un peu chez nos voisins européens, notamment en Hollande aussi, où les transports en commun sont énormément utilisés. Il y a beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de cyclistes à Bruxelles sont un peu fâchés par la manière dont on fait les pistes cyclables. On les met dans les couloirs de bus. En mettant comme des petits cachets de choses. Beaucoup. Est-ce qu'on va vraiment s'engager dans la construction de pistes cyclables? On a parlé de la rue de la Loi qui va vraiment avoir sa première piste cyclable. Est-ce que c'est des choses que beaucoup de nos concitoyens ont déjà peur de prendre le vélo parfois à Bruxelles parce qu'ils disent c'est un peu dangereux, enfin c'est fortement dangereux quand on compare à des villes comme Gand ou d'autres villes où ils ont vraiment un meilleur aménagement pour les cyclistes? Il faut faire les choses de manière intelligente et je pense qu'il faut un peu changer les mentalités. Je pense qu'à Bruxelles, on s'est vraiment habitué à prendre notre petite voiture, etc. Donc je pense qu'il faut un peu changer les mentalités et se forcer à prendre plus le vélo, la marche. Voilà, donc je pense que... Donc inscrire le changement climatique, vous avez parlé de l'éducation, inscrire le changement climatique peut-être dans ce tronc commun ou des cours, des éveils au niveau des futures générations pour prendre des modes de transport alternatifs, pour des bons comportements, de triage. Parce que pour le moment, on a l'impression que c'est plus à coup d'amende, on jette son mégot, ils viennent de mettre les grilles, je crois que c'était à la commune de Bruxelles, de mettre les grilles un peu de différentes amendes. On a l'impression de tout le temps, et quand on voit dans les pays à côté, il faut faire attention quand même à la transition écologique. On a vu quand même, ça a créé la révolte des gilets jaunes, la fameuse taxe carbone et tout ça. Donc comment on réconcilie un peu toutes ces choses, emploi, besoin de transition écologique, besoins sociaux aussi, vous avez parlé de gratuité des transports en commun, puis le nombre de logements sociaux, mais tout ça a un coût. Tous les partis qui étaient avant vous ont dit « Ah, il y a de l'argent à Bruxelles, donc on n'a pas besoin, grâce au refinancement suite à la réforme de l'État. » Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va devoir faire aussi des taxes supplémentaires spécifiques? Comment un peu balancer un peu tout ça aussi avec l'emploi, peut-être des nouveaux métiers? Bruxelles est entre 10 et 15% de chômage quand même. Donc au niveau de la région, quelles sont vos priorités? Aussi utiliser la concertation comme M. Lawedge l'a recommandé. Mais tout cela en fait est transversal. Moi je trouve qu'on peut retrouver de l'écologie dans les emplois, dans la mobilité. Donc l'écologie est vraiment une matière transversale. Donc on peut très bien créer de nouveaux emplois en lien avec l'écologie. Par exemple, encore une fois je parle de l'obsolescence programmée parce que c'est un texte qui vient de descendre, qui vient d'être déposé. Mais en déposant ce texte, on veut vraiment favoriser l'économie circulaire. Donc, la réparation des ordinateurs, des téléphones, tout ça, ça crée de l'emploi. Encore une fois, on protège le portefeuille des citoyens. Donc voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là et que l'écologie est vraiment une matière transversale. Donc je ne vois pas... Donc pas de taxes spécifiques, vous pouvez dire à nos téléspectateurs, non. On ne payera pas plus. Non. Vous ne paierez pas plus. Même chose au niveau fédéral. C'est clairement un point sur lequel le Parti socialiste est clair. Hein. On ne va pas envoyer la facture de la transition énergétique aux ménages et aux travailleurs. Hein. Donc pour nous, on ne veut pas que toutes ces mesures qui sont nécessaires et qui doivent aller vers un meilleur environnement se traduisent par des augmentations de taxes sur les familles, sur les ménages. Ça, c'est pas avec le Parti socialiste qu'on aura ça. Donc que
que l'on fasse des investissements, bien évidemment c'est nécessaire. Et comment les financer? Là, on les finance par des moyens que l'on trouve et que l'on peut prélever, par exemple en luttant mieux contre la fraude fiscale, contre la spéculation. Donc autrement dit, pas de taxes sur les ménages, et on part également du principe que les gros pollueurs doivent être les plus grands contributeurs. Ça, c'est la manière dont nous, on compte financer la transition énergétique. Et ça a été dit, il nous faut davantage de transport public, il faut investir dans le chemin de fer, ce que n'a pas fait l'actuel gouvernement. Et puis aussi, il faut aller vers un plan d'investissement d'isolation des bâtiments publics et privés, en particulier les logements. Parce qu'en faisant ça, clairement, on aura une politique volontariste en matière de réduction des gaz à effet de serre et des émissions de CO2 de manière générale. On parle donc, juste pour continuer sur ce sujet-là, donc si vous êtes dans une coalition, parce que Écolo par exemple parle de nouvelles taxes, à l'image de ce qui s'est passé en France, donc vous leur direz non dans toute coalition. Ah mais voilà, nos conditions sont claires. Oui, on ne va pas commencer à augmenter les taxes sur les familles qui déjà n'en peuvent plus. Nous, on veut que les gens n'aient pas, je l'ai dit tout à l'heure, à avoir à choisir entre remplir le frigo et aller chez le médecin. Les familles n'en peuvent plus. Il faut bien se rendre compte de ça, de ce qu'a fait le gouvernement Michel. Et on ne va pas leur en rajouter en plus. Non, ça suffit. Maintenant, il faut que ce soit les plus gros contributeurs qui doivent être également les gens qui contribuent le plus justement au financement de la transition énergétique. Donc, je le répète, pour amener les gros pollueurs à contribuer, oui. Envoyer la facture vers les travailleurs, les ménages, les familles, c'est non. Donc une taxe GAFA, donc des Google. Par exemple, oui, voilà. Comme ça, la France aimerait bien l'avoir aussi au niveau européen. Oui, tout à fait. Nous défendons cela de la même manière qu'il y a matière à faire, et je dirais beaucoup à faire en matière de lutte contre l'ingénierie fiscale, l'optimalisation fiscale des grandes multinationales. Et puis aussi, alors, il faut réfléchir à une fiscalité plus juste sur les grands patrimoines. Et à partir de là, oui, on peut dégager des moyens qui nous permettront de financer de l'investissement public pour aller dans le sens d'un meilleur environnement. Alors j'aimerais me tourner maintenant vers M. Anas Ben Abdelmoumen. La région de Bruxelles, sous cette législature, a mis en avant la Smart City, donc la fameuse ville intelligente numérique. Il y a eu beaucoup d'incubateurs qui ont été créés. Est-ce que vous allez poursuivre cette politique, peut-être l'agrandir à pas juste la technologie en elle-même, mais aussi des projets plus à couleur environnementale, d'aménagement de potagers urbains, toutes ces choses-là. Quels sont le next step en fait de cette politique de mise en avant de Bruxelles comme une ville intelligente? Clairement, nous sommes pour une Smart City, mais attention quand même à la 5G, où nous faisons très attention à la santé des citoyens. Donc on essaie vraiment actuellement de mesurer en fait les effets de la 5G, parce qu'actuellement c'est un peu la tendance, la 5G, on la retrouve dans plusieurs villes européennes. Donc bien évidemment nous sommes pour une Smart City, nous ne sommes pas contre le progrès bien évidemment, mais attention quand même à la santé des citoyens. Et à ce niveau-là, on a pas mal d'idées, donc on a un certain retard par rapport à des villes comme Tokyo, comme New York, etc. On a un retard incroyable. Donc déjà dans un premier temps, introduire du Wi-Fi dans toute la région, ce serait déjà un premier pas. Dans les administrations aussi, je pense qu'on évolue petit à petit vers un passage en fait vers transformation. Parfois c'est pas facile parce qu'on a aussi des personnes seniors, des personnes qui sont pas habituées aussi à cette nouvelle technologie. Donc clairement oui, nous sommes pour une Smart City. Je pense qu'on est bien parti. Certaines politiques sont en train de se mettre en place à ce niveau-là, que ce soit à l'échelon communal ou à l'échelon régional. Donc oui. Donc on pourrait envisager l'émergence d'écoquartiers, on a parlé dans ces logements. Exactement, c'est d'ailleurs dans notre programme. On veut réellement donc rendre les quartiers plus intelligents en créant de l'emploi, en créant de la technologie, du Wi-Fi, etc. Donc vraiment créer en fait des quartiers où il fait bon vivre, où on peut limite ne pas sortir de son quartier parce qu'on retrouve tout dans son quartier. C'est une image, mais vous m'avez compris. Mais on arrive plus ou moins à la fin de cette émission. Donc ici, on est Al-Mouatine, le citoyen en arabe. Derrière vous avez liberté, vivre ensemble, partage. Quels sont vos... Le next step en fait de cette politique de mise en avant de Bruxelles comme une ville intelligente? Clairement,
qu'est-ce Quelles seraient les mesures? Parce que ce vivre ensemble a quand même été un peu malmené ces derniers temps, et pas juste dû à un gouvernement spécifique, mais dû aux situations géopolitiques. On a fêté quand même, commémoré les attentats de Zaventem et de Malbec. Quelles seraient pour vous, monsieur Lawedge, maintenant vous êtes au gouvernement, les premières mesures justement pour reconstruire un peu ce vivre ensemble entre les différentes communautés de notre pays? Il faut d'abord bien avoir à l'esprit que la démocratie, c'est des institutions, une structure institutionnelle, mais c'est aussi une pratique, une culture. La culture démocratique, c'est une façon de faire, une façon de se tenir, une façon de parler, de discourir. Donc la première chose à faire, c'est de décréter qu'il ne peut plus y avoir, au plus haut niveau de l'État, qui donne l'exemple, en l'occurrence le mauvais exemple, de gens qui tiennent des propos racistes. Il faut peut-être partir de là, donc des gens qui mettent délibérément de la tension dans la société pour mieux s'en nourrir. Deuxième élément, la lutte contre les antidémocrates, contre les extrémistes de tout poil, eh bien ça va être l'affaire de tout un chacun, parce qu'ils se nourrissent les uns les autres, et nous sommes, nous, entre les deux, et pris en otage. Donc fondamentalement, on doit aujourd'hui appeler un grand rassemblement des démocrates qui dénoncent les dérives qui soient d'aspiration raciste ou intolérantes de manière générale. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est le grand rassemblement des démocrates. Deuxième chose, je pense qu'il faut aussi clairement dire que la justice ne doit plus accepter et prendre ses responsabilités chaque fois qu'un dossier est ouvert pour des faits de discrimination, pour des faits d'incitation à la haine. Il faut aussi que la justice prenne sa part du boulot. Pour le reste, moi je crois que nous pouvons ensemble à Bruxelles réussir le pari d'une région qui compte 184 nationalités, plus d'une centaine de langues, faire le pari d'être un très grand laboratoire, un laboratoire où on indique finalement à la Belgique et puis à l'Europe et au monde tout entier qu'on peut en effet avoir de l'épanouissement, du développement, avec la multitude, avec la pluralité, avec la diversité. Je crois que Bruxelles, de ce point de vue, peut être vraiment pionnier. Alors pour vous, monsieur Anas Ben Abdelmoumen? Moi c'est pareil, je suis totalement d'accord avec Ahmed. Je vous invite à vous promener dans nos quartiers, dans les communes populaires. Franchement, vous verrez une très très belle diversité. Après, je pense que le travail doit se faire des deux côtés, donc à partir d'une vision top-down mais aussi bottom-up, où les citoyens doivent également rester soudés, ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques qui essayent d'en faire un peu leur gagne-pain. Je pense à certains politiciens, pour ne pas les nommer, Theo Franken, etc., qui, j'ai l'impression, pendant 5 ans, n'ont fait que critiquer les communautés qui existaient en Belgique. Donc voilà, donc je pense que, comme a dit Ahmed, les politiques doivent donner l'exemple en premier lieu, et les citoyens aussi, par la même occasion. Nous devons rester soudés entre nous, continuer à vivre ensemble, et je pense qu'il n'y a que ça à faire. Est-ce qu'il y aurait un plan, parce que en France il y a eu beaucoup d'antisémitisme, comme ici d'ailleurs, à moindre degré j'avoue, ils ont fait vraiment un plan de lutte contre l'antisémitisme, mais ça peut s'étendre évidemment au racisme, à l'islamophobie, qui est aussi un phénomène. Mais c'est ce qui est inscrit dans notre programme. Donc on condamne fermement toute forme de racisme, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, donc vraiment toute forme de racisme. Il faut sanctionner donc cela de manière ferme. On remarque encore qu'il y a un peu c'est un peu light à ce niveau-là, au niveau de la justice. On néglige certaines communautés, on n'est pas assez ferme. Oui, la réaction a été assez maigre face au carnaval d'Alost, qui est quand même reconnu comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Quand vous avez au lendemain de sa prestation de serment un ministre qui va à l'anniversaire d'un ancien collabo des nazis, quel est le message qui est délivré au fond? C'est la banalisation de l'histoire. Et donc, si vous voulez, l'exemple doit venir d'en haut. Et il ne vient pas d'en haut, que du contraire. Donc, on doit, par un travail d'éducation permanente, chaque fois faire ce devoir de mémoire, c'est indispensable. Et deuxième élément, on doit
me semble-t-il, renforcer la lutte contre toute forme de haine, qu'elle soit raciste, antisémite, xénophobe, islamophobe, contre toute forme de racisme et de ressentiment à l'égard d'une population du fait de ses origines, de son ascendance, de ses convictions religieuses. C'est vraiment quelque chose d'indispensable et l'exemple n'est pas venu d'en haut, que du contraire. Il y a une parole raciste qui s'est libérée à un certain moment et qui s'est même légitimée du fait d'une impunité. Et ça, c'est ce qui, évidemment, inocule dans la société un virus, qui est un mauvais virus qu'il faut combattre. Mais il faut que l'exemple vienne d'en haut. Sur ce, je vous remercie tous les deux. Merci à vous. Et je remercie aussi nos téléspectateurs de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019.